Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Gabin. Bonsoir Gabin et Laurent, bonsoir. Je crois. Bonsoir Laurent. Il n'y a que Gabin pour l'instant. Bonsoir Gabin. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Gabin et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Nancy. J'ai 33 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Gabin? Écoutez, je me présente. Je m'appelle Gabin Lider. J'ai 33 ans. Je suis éducateur. Je travaille pour la protection de l'enfance. Oui. Dans une maison d'enfants à caractère social. Et mon ex-conjointe, Idil Omar Bobé, est partie en février 2022 avec ma fille à Djibouti, en Afrique. Et depuis, je ne l'ai jamais revue. Donc elle a enlevé ma fille. Il y a combien de temps, vous m'avez dit, il y a 3 ans? C'était en février 2022. Février 2022, donc moins d'1 an. Quel âge a votre fille aujourd'hui, Gabin? Ma fille va avoir 5 ans le 20 novembre 2018. D'accord. 20 novembre 2024, vous voulez dire? Oui, excusez-moi. Elle est née le 20 novembre 2018. Elle aura 5 ans le 20 novembre 2023. Alors, s'il vous plaît, juste, je vous demande vous avez dit une fois le nom de votre ex-compagne, mais évitez de dire son nom de famille, pas simplement pour vous, pour nous, pour éviter, de tourner cet appel. Oui, bien sûr. D'accord. Vous rencontrez racontez-moi parce que j'aime bien connaître tous les tenants et les aboutissants. Vous rencontrez il y a combien de temps tous les deux? On s'est rencontrés il y a des années, 4 ans auparavant. Oui. En 2020, on s'est séparés à l'amiable. Oui. Ma fille était très jeune et suite à la séparation, on a décidé de ne pas passer par un juge. Oui. Et à l'amiable, on s'était accordé sur une garde alternée. Comment ça se passait entre vous? Vous vous séparez dans quelles conditions? Ça n'est pas trop la guerre, puisque visiblement vous arrivez à vous entendre pour la garde de la petite. Voilà, parce que je pense toujours à l'intérêt supérieur de ma fille. Oui. C'est une des raisons qui a fait aussi qu'on s'est séparés, parce que ce que pouvait voir ma fille, c'était très compliqué pour elle, et pour moi aussi. Elle pouvait être violente. Oui. Mais pas seulement physiquement. Ça pouvait être très violente verbalement. D'accord. Elle pouvait être violente contre elle-même aussi? Pas contre ma fille. Non, mais contre elle-même, votre compagne. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'était vraiment un cas particulier. C'était complexe comme situation à gérer. Moi-même, en tant qu'éducateur, je voyais que, c'était plus possible de continuer ensemble. On a préféré se séparer pour le bien de ma fille. Mais toujours dans l'intérêt supérieur de ma fille, je pensais que la meilleure des solutions, c'était de faire une garde alternée. Donc au début, ça se passait bien. Et jusqu'au jour où, en février 2022, elle a décidé de partir à Djibouti. 1 an auparavant, elle était déjà partie à Djibouti pour lancer, soi-disant, son business de cosmétiques. Et elle avait loupé d'ailleurs la première rentrée de sa fille en maternelle en France. Donc ça, c'est en 2021. Et en 2022, elle repart en février. Et cette fois-ci, elle veut partir avec ma fille. Mais vous connaissez son plan, ses dessins. Vous vous méfiez de ça ou vous vous y attendiez pas du tout? D'accord. Absolument pas. C'est vraiment, il y a eu de la ruse, de la manipulation, un complot en interne en France avec une partie de sa famille qui était au courant et qui a tout laissé faire. Moi, j'y ai vu que du feu. Elle a même menti à ses collègues de travail. D'ailleurs, dans un magasin dans lequel je l'avais fait rentrer en tant que vendeuse. Donc, elle a menti à ses amis, à mes amis. Elle a menti à toute la planète entière pour arriver à ses fins et puis pour partir. Une fois qu'elle était partie, c'est là que je me suis aperçu rapidement que tout ce qu'elle avait pu me raconter sur la création de son business, sur le fait qu'elle devait pérenniser son business là-bas, c'était un mensonge pur et dur. Car j'ai découvert en mars 2022, donc quelques semaines après son départ, qu'elle s'est mariée religieusement à un homme. Ah oui, d'accord, carrément. Elle est de confession musulmane?
de confession musulmane. Et quand elle s'est mariée à cet homme, moi je n'étais pas au courant et je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'étais à mon travail, dans ma Mex, et je vois une story sur Facebook et je vois une story du mariage. Donc je vous raconte pas le choc pour moi, ça a été... vous m'étonnez. Wow, Quelques mois après son retour à Djibouti, elle se marie. Quelques semaines. Quelques semaines. Donc ça faisait à peu près 2 semaines ou 3 que ça devenait compliqué, que j'avais de moins en moins ma fille via WhatsApp. C'était notre moyen de communication. Oui. Et je me posais des questions, j'ai insisté, envoyé des messages sur messages, et puis c'est là que je découvre la story Facebook. Donc là, moi, un choc qui est difficile encore à l'heure actuelle de s'en remettre, à part le fait qu'elle s'est mariée, elle fait ce qu'elle veut, ça la regarde, mais que ma fille participe à ce mariage, ça, je le pardonnerai jamais. Mmh. Ma fille qui a à peine 3 ans, à qui on n'a pas demandé son avis pour partir à Djibouti, qui change d'environnement du jour au lendemain, qui avait des grands-parents, mes parents, qui ont toujours été là pour elle, qui ont toujours été aimants, ma tante, mon oncle, toute ma famille, mes amis, elle était dans un environnement sain, et du jour au lendemain, elle se retrouve à l'autre bout du monde, dans un environnement tout autre, où elle est éduquée par une servante qui ne parle absolument pas le français, et elle se retrouve dans un mariage du jour au lendemain. Donc ça a été très éprouvant. Quelques semaines après, à ma grande surprise, elle divorce. Donc je ne comprends pas trop pourquoi aussi rapidement elle a pu se marier et aussi rapidement elle a pu c'est très curieux. Elle se justifie sur le fait qu'elle a rencontré quelqu'un 3 mois auparavant sur les réseaux sociaux. Donc moi je lui explique bien que ma fille n'a rien à faire avec cet homme. Un homme qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux, soi-disant qu'elle ne connaît pas, mais je pense qu'en vérité c'était prémédité depuis plus d'1 an. Déjà avant son premier départ à Djibouti, je pense qu'elle avait déjà calculé ce qu'elle allait faire. C'est-à-dire se marier, divorcer ? Se marier certainement, divorcer je ne sais pas, mais en tout cas tout était prémédité et prévu depuis longue haleine. Mmh. J'ai plusieurs auditeurs nous appellent et se posent la question suivante. Aviez-vous signé une autorisation de sortie du territoire ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je lui ai fait confiance au départ. D'accord. Donc moi, j'étais d'accord pour qu'elle parte. Le deal de départ était simple. Elle devait partir 3 mois, donc mon ex-compagne. Moi, au bout d'1 mois, je devais venir à Djibouti. Je devais rester 15 jours. Ce qui fait qu'on aurait coupé la poire en 2. 1 mois et demi à Djibouti, où elle aurait rencontré sa famille. Et 1 mois et demi, elle repartait avec moi en France. Et j'ai signé une autorisation de sortie de territoire datée d'un début et d'une fin. Ce qui m'a permis aussi, je vous l'expliquerai après, pour avoir eu la garde exclusive, ça a été un papier qui a été très 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 important, le fait de justifier qu'il y avait bien une autorisation de sortie, mais qui était datée d'un début et d'une fin. D'accord. Ayant une fin, cette autorisation de sortie du territoire pour votre fille signée de votre main, déjà prouve votre bonne foi, et surtout la fin, la date de fin du séjour de votre fille à Djibouti, met votre femme dans une position juridiquement d'enlèvement parental. C'est ça. Au départ, il n'y avait pas de reconnaissance d'enlèvement parce on va dire que la justice française, je pense qu'il y a une petite jurisprudence là-dessus, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de jugement, concrètement, il n'y a pas d'enlèvement. Et vu que je n'étais jamais passé par un juge, il n'y avait pas une reconnaissance d'enlèvement. C'est pour ça que j'ai porté plainte pour soustraction d'enfants et chantage, avant qu'il y ait une reconnaissance d'enlèvement. Nous continuons de vous écouter, Gabin. Vous rendez l'été suivant, donc l'été 2022, vous vous rendez à Djibouti. C'est ça. Qu'allez-vous faire là-bas, en fait ? Je vais récupérer ma fille. Donc moi, je pars dans l'intention de récupérer ma fille. Mon ex est au courant. Donc je me suis rendu du 27 juillet au 4 août à Djibouti. Là, je me suis réellement et rapidement aperçu que j'étais sous contrôle, clairement.
un taxi qui m'amenait à droite, à gauche. Je pouvais pas faire ce que je voulais quand je le voulais. Impossible de mettre la main sur le passeport ou sur le livret de famille. Et elle me fait comprendre clairement qu'en réalité, je ne repartirai pas avec ma fille. Comment vous réagissez à ce moment-là, Gabin? Je réagis très mal, mais je suis à Djibouti, je ne connais personne là-bas. Donc je me dis que de toute façon, je ne vais pas prendre le risque de récupérer ma fille de force. Pourtant, on me l'a fortement conseillé de passer par d'autres pays, mais moi, je voulais pas traumatiser ma fille. C'est pas dans ces conditions que je voulais retrouver ma fille. Je voulais que ça se passe d'un accord commun, qu'elle réfléchisse, qu'elle se rende compte qu'une enfant a besoin de sa mère et qu'elle a besoin de son père. Et je crois que ça l'a totalement enlevé de son cerveau. Sa vie, elle est à Djibouti et elle prend ma fille comme otage. Surtout que ça ne rigole pas, hein, Djibouti. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les autorités djiboutiennes, ne rigolent pas. Quels sont les accords d'ailleurs qu'il y a entre la France et Djibouti à ce niveau-là? Il y a des accords bilatéraux entre les deux pays. Oui. Donc, ce qui veut dire, en fait, dites-nous ce que sont les. Concrètement, que suite à l'enlèvement de ma fille, et je me bats encore aujourd'hui pour que l'exéquatur du jugement, parce que j'ai eu la garde exclusive, arrive à Djibouti. Donc maintenant, normalement, il est arrivé. Normalement, un juge djiboutien doit valider le jugement qui a été fait en France. Oui, c'est ça l'exéquatur du jugement. Il y a des accords entre nos deux pays. Ce sont deux pays amis qui fonctionnent assez bien ensemble, parce qu'il y a une grande. L'armée française est implantée depuis des années. Depuis des années. Après, on va pas dire que c'est des relations qui sont totalement positives. Oui. Et je vous l'expliquerai plus tard. Elles sont assez compliquées, mais en même temps, il y a une longue histoire d'amitié entre Djibouti et la France. Enfin, sont un peu des frères. Je t'aime, moi non plus. Hein. Donc. Exactement. Donc moi, suite à mon départ à Djibouti et à mon retour, une main devant, une main derrière. Désolé du terme. Hein. Moi qui avait essayé de ne pas mettre mes parents dans la boucle pour les préserver. Là, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide et que mes principaux soutiens, c'est mes parents. Sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui avec toutes les avancées dans lesquelles je suis. Mon père en particulier a commencé à reprendre contact avec mon ex-compagne pour essayer de calmer les choses et puis au moins que pour les vacances d'octobre, ma fille puisse rentrer en France. Oui, qui a été promis par mon ex à mon père. Promis. D'accord. Promis au téléphone. Promis quand je me suis déplacé à Djibouti en présence de ma fille. Mais une fois de plus, ça a été du chantage parce qu'elle a décidé d'inscrire ma fille à l'école, elle qui l'avait déscolarisée pendant 6 mois. Oui. À son arrivée. Donc là, elle la scolarise et elle me dit que les coûts coûtent 2 000 € et qu'en gros, il faut que je paye l'école, sinon ma fille ne rentrera pas. Que ça vous coûtera 2 000 € par mois, donc. Non, c'était 2 000 € l'année et ou le trimestre, je ne sais plus exactement, mais et à partir de là, moi, je lui explique que c'est hors de question, que je ne veux pas que ma fille soit scolarisée à Djibouti et je veux qu'elle rentre en France. Donc, sous les conseils de mon avocat qui m'a dit surtout ne payez pas parce que si vous payez, clairement vous cautionnez le fait qu'elle est scolarisée à Djibouti. Donc, elle finit par mentir une fois de plus. Elle explique à mon père qu'elle travaille et qu'elle ne pourra pas se déplacer en octobre et que Lia non plus, ma fille, ne pourra pas se déplacer en octobre. Et à ce moment précis, je découvre encore une fois de plus, via les réseaux sociaux, parce qu'elle ne s'en cache pas, et elle part en Éthiopie, en vacances, avec ma fille. Parce qu'elle est de triple nationalité, éthiopienne, djiboutienne et française. Donc elle part en Éthiopie avec ma fille. Je ne raconte pas l'état dans lequel je me trouve à ce moment-là. Je me dis, mais c'est quand que ça va s'arrêter? C'est mensonge sur mensonge, manipulation sur manipulation, provocation sur provocation. Et là, ce qui me fait peur, c'est qu'en Éthiopie, il n'y a pas d'accord entre la France et l'Éthiopie. Oui, mais elle part en vacances en Éthiopie. Elle ne vous dit pas qu'elle va y vivre. Non, c'est ça. Mais à partir de là, maintenant, j'ai aucune confiance. J'ai des doutes absolus. Dans tout ce qu'elle fait, j'ai des doutes. Donc en décembre, je décide aussi de contacter l'école de ma fille, l'école d'Olto à Djibouti. Et au début, ça a été compliqué. Il a fallu que je prouve que j'étais
que j'étais bien le papa. Donc j'ai eu des nouvelles de ma fille. C'est là que j'ai appris qu'il y avait de gros troubles d'orthophonie, de motricité. Donc je commençais à m'inquiéter de plus en plus. En février 2023, le cabinet Velzer, qui me représente à Nancy, envoie un courrier à Éric Dupond-Moretti, qui est resté sans réponse. Dans la foulée, Stéphane Ablot, le maire de Vendeuvre, ainsi que Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole, envoient tous deux un courrier co-signé à Éric Dupond-Moretti, toujours sans réponse. Je demande une approche à l'amiable avec l'ambassade de France, sans réponse. Et là, France Info et France 3, par le biais de mon père, des connaissances qu'il peut avoir, font un article sur moi, un cycliste républicain, et France 3 vient faire un reportage chez moi. Suite à ce reportage, en avril, et là c'est la partie la plus choquante, il y a un média de propagande djiboutien qui s'appelle Djib Live TV, qui fait une sorte de micro-reportage sur mon ex par rapport à la situation. C'est là que je peux voir une des tantes de mon ex-compagne que je ne pensais pas impliquée, qui réellement était impliquée et apparaît sur Djib Live TV. Elle se reconnaîtra. Et à ce moment, là, ça a été le plus grand choc. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit quand j'ai vu cette vidéo, j'ai tremblé de tout mon corps, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Et dans cette vidéo, pendant 20 minutes, en présence de ma fille, et je répète bien, en présence de ma fille, parce que là, on parle carrément d'aliénation parentale, elle ment sur toute la ligne et elle fabule et elle invente une histoire, mais tellement rocambolesque que tous mes amis français, ses amis aussi, ont compris que là, ça y est, elle savait qu'elle était en France, voilà, elle savait très bien qu'elle n'aurait pas gain de cause, mais qu'à Djibouti, elle allait pouvoir peut-être retourner l'opinion publique. Et dans cette interview, elle m'accuse d'être un avorteur, elle m'accuse d'être raciste, que ma famille et mes parents sont racistes. Pour vous raconter une petite histoire, mon père a créé à Nancy en 86 le premier comité des SOS Racisme. Voilà. Donc on est une famille qui lutte depuis des années contre toute forme de racisme. On est très engagés. Donc ça a été un mensonge pur et dur dans cette interview. Ça a été choquant de la tenir jusqu'à la fin. Quand elle parle de mon métier, elle est très ambiguë parce qu'elle précise pas que je suis éducateur. Elle dit que j'ai un métier de séquelles, que je suis en gros instable mentalement, que ma famille est instable mentalement. Et elle me fait passer clairement pour un raciste chrétien. Donc là, on va pas se mentir, en fait, elle envoie clairement une fatwa contre moi. Une fatwa, c'est limite une condamnation, quoi. C'est-à-dire qu'à Djibouti, là, je passe pour le grand méchant blanc. C'est-à-dire quelque part, raciste, aujourd'hui, colon qui... Oui, elle vous met en danger la prochaine fois que vous voulez vous déplacer à Djibouti pour voir votre fille. C'est clair. C'est ça. Et net. Là, je suis grillé, quoi. Donc, suite à cette interview, j'ai reçu un nombre de menaces de mort incalculable. Ah oui, d'accord, carrément. Sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça a pris des proportions tellement graves que ça a été compliqué au début. Alors, moi, ce que je me demande dans tout ça, c'est bien évidemment ce que fait, une fois de plus, le gouvernement français, les administrations censées s'occuper de vous. Et j'aimerais demander à ce que votre père me dise ce qu'il pense de tout ça, parce que vous avez écrit au ministre de la Justice, pas de réponse. Un député et le maire de l'agglomération, maire de Nancy, donc aussi... en l'occurrence, écrit à notre ministre, pas de réponse. C'est quand même incroyable de voir, quand on est un citoyen français, comment on peut être livré à soi-même devant une affaire où on aurait grand besoin de l'appui déjà de son propre pays. Laurent, bonsoir, vous êtes le père de Gabin. Comment est-ce que vous vivez ça et comment est-ce que vous vivez ce silence assourdissant des autorités françaises ? Bonsoir Olivier, c'est un terme que j'ai repris dans un article de France Info. Oui, le silence assourdissant des autorités françaises. J'étais moi-même halluciné, donc moi je suis éducateur depuis 25 ans maintenant. Je
travaille dans le cadre de la protection de l'enfance. Je m'occupe d'enfants dans les quartiers. J'ai été, comme mon fils, éducateur d'internat. J'ai constitué un réseau. Les gens nous connaissent, des hommes politiques. Donc là, il n'y a pas que les gens qui ont envoyé le courrier au ministre Dupond-Moretti. Il y a un ancien député européen qui s'appelle Édouard Martin, qui a témoigné, qui a attesté. Et rien ne bouge, rien ne bouge, rien ne bouge. Et on ne comprend pas. Et puis, apparemment, il y a une petite lumière. C'est-à-dire qu'il y a la diaspora djiboutienne, parce que mon fils reçoit des menaces sur les réseaux, je reçois des menaces sur les réseaux, des tas de trolls arrivent, je reçois des coups de fil plus ou moins amicaux, où je me demande, mais dans quelle situation on a bien pu se retrouver. On est plus dans un roman de John le Carré, dans la série Netflix, que dans une histoire d'enlèvement d'enfants. Et je me rends compte. Ce qui est très gênant dans tout ça, si vous voulez, c'est que on a soi-disant des accords bilatéraux entre deux pays qui doivent faire respecter la loi, et que finalement on voit que les politiques d'autres se mettent les fesses dessus, en fait. Parce qu'on apprend un fait incroyable. Grâce à une radio d'opposition qui s'appelle Radio Boukao. Oui. Donc la diaspora djiboutienne par moment m'envoie un message, contactez Radio Boukao, ils pourront vous aider, toute Djibouti les écoute. Donc je lance une bouteille à la mer, j'envoie un messenger à Radio Boukao, et le lendemain on me répond. Et la personne qui me répond s'appelle Samatar Ahmed Osman Omar. Donc exilé depuis 2019 en France, d'assassiner à Nairobi. Il est en lien avec Fatia Boukao, exilé en Angleterre, qu'on a également essayé d'assassiner en 2020. Et là, c'est un immeuble entier qui me tombe sur la tête. Parce que je me rends compte qu'il y a des accointances entre le garde des Sceaux actuel, qui en fait n'était autre que l'avocat d'Ismaël Omar Guelleh. J'apprends par là même que son cabinet d'avocats actuellement s'occupe des affaires d'Ismaël Omar Guelleh. Donc je nomme les choses. Il y a un conflit d'intérêts dans tout ça. Évident. Et pour la petite coïncidence, c'est aujourd'hui que Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, est jugé pour conflit d'intérêts. Et c'est là que tout s'éclaire. Et c'est là que Samatar Osman Omar m'apprend que mon ex-belle-fille fait partie, en quelque sorte, du clan présidentiel. Qu'elle est amie avec la fille d'Ismaël Omar Guelleh, qu'elle est amie avec la nièce du président Omar Guelleh, et qu'elle est sous la protection du gendre d'Ismaël Omar Guelleh. Donc là, je vous garantis, mais c'est une peur panique. Ah oui, vous pouvez. Parce qu'on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça, ni mon fils, ni moi. Ni personne d'ailleurs. Personne peut être prêt à ça. C'est surtout Alia que l'on doit penser ce soir, qui est retenu en otage là-bas. Tout à fait. Et qui a le droit, comme tout enfant, à profiter de son papa aussi, je dirais. Là, on vous prive, au nom, en plus, je le rappelle, au nom de simplement la malhonnêteté et le non-respect du droit international, de faire appliquer les accords bilatéraux entre Djibouti, qui, une fois de plus, montrent qu'on peut se comporter comme des voyous, même si on a été élu démocratiquement. C'est comme ça que ça marche, visiblement. Mais heureusement que Radio Boukao, par un moment, donne la parole à mon fils. Donc, mon fils enregistre chez lui un message qui va être transmis par Radio Boukao au peuple djiboutien. Je l'appelle le vrai peuple djiboutien. Là-bas, mon surnom, chez les Djiboutiens, c'est le vieux blanc. Chez les Djiboutiens d'en bas, le vrai peuple. Pour les Djiboutiens d'en haut, pour la jet-set dépravée de Djibouti, je suis le vieux con. Je sais, c'est mal poli, mais je pense qu'alors là, on peut le dire, quoi. Donc, on se retrouve dans un feuilleton rocambolesque, où grâce à Radio Boukao, grâce au témoignage de mon fils, l'opinion djiboutienne se retourne. Et là, c'est des centaines de témoignages qui arrivent, de gens qui risquent leur vie, de gens qui n'osent pas donner leur nom, de gens qui utilisent les pseudos et qui nous disent « si vous retournez là-bas, vous êtes mort. Si votre fils retourne là-bas, il est mort. Vous retournez là-bas, vous êtes mort. »
Et on se dit, là, ça va bouger, c'est pas possible. Donc on arrive à la garde exclusive, on a quand même la garde exclusive. De fait, même si appel il y a de la part de l'ex-compagne de mon fils, il n'est pas suspensif, ça veut dire que depuis le mois de juillet, ma petite fille devrait être en France auprès de son père. C'est-à-dire que c'est une violation totale du droit international. Fait pour moi par un État voyou. Je pose les choses, je dis les choses. On est dans le cadre d'une affaire d'État. On n'a pas vu une affaire d'État entre Djibouti et la France depuis l'assassinat du juge Borrell en 95. Donc tous les auditeurs pourront aller voir qui était le juge Borrell. Donc là, on a une enfant française née sur le sol français, de parents français, qui est enlevée à 8000 km de distance, qui a des retards orthophoniques mais considérables, qui est ma petite fille. Moi, je vais parler en grand-père là. Moi, j'ai qu'un enfant, un fils, et j'ai qu'une petite fille, c'est ma petite fille Lia. Donc, j'exige, c'est mon droit, que l'État français se donne les moyens, en collaboration avec l'État djiboutien, afin qu'elle rentre. Heureusement que depuis octobre, le ministère des Affaires étrangères a contacté mon fils, le ministère de la Justice a contacté mon fils, et là, les démarches sont engagées. Nous sommes aussi alliés, le concours d'un avocat extraordinaire qui s'appelle Maître Richard Cédillo, un avocat de Rouen, spécialiste en rapt d'enfants. Tout est en route. Tous les courriers ont été envoyés à l'ambassade de France. L'ambassade de France, alors qu'il est, n'a toujours pas contacté mon fils. L'école française de Djibouti n'a toujours pas contacté mon fils. Donc on est à un point de blocage et je pense que cette émission, avec l'audience nationale qu'elle va avoir en France et l'écho qu'elle va avoir à Djibouti, va peut-être enfin réveiller les bonnes consciences et se dire c'est l'avenir d'une gamine. Nous, on fait pas de politique. C'est compliqué, Djibouti. Djibouti, quand même, c'est les armées qui sont présentes là-bas, c'est l'armée française, chinoise, américaine, japonaise, allemande, espagnole, italienne. Il y a du monde là-bas. Oui, il y a énormément de monde. Donc je veux bien qu'il y ait des intérêts stratégiques, des histoires d'amour déçues entre la France et Djibouti, mais tout ce qu'on demande, nous, c'est que notre petite Lia soit ramenée. Le 20 novembre, ça va être son anniversaire, là. On l'a déjà loupé l'année dernière. On va louper encore à Noël. Ce n'est plus supportable. Parce que ce qu'il y a comme effet pour une famille, hein, et pour des éducateurs, parce que mon fils travaille en Mex auprès d'enfants placés, tout le monde est au courant. Notre affaire est publique. Moi, je travaille sur les quartiers soi-disant difficiles, les quartiers prioritaires de la ville. Donc la fatwa, comme mon fils l'a annoncé, oui, c'était une fatwa. C'était nous envoyer une condamnation à mort dans le contexte actuel. Heureusement que les gens nous connaissent. Heureusement qu'on a une réputation. Donc là, on est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Là, vous entendez un grand-père en colère, oui. Très, très, très en colère. Je comprends que vous soyez en colère. Et en même temps, j'entends dans votre voix quand même une pointe de désespoir parce que devant l'attitude de l'ambassade de France, on peut se poser que des questions, Laurent et Gabin. Pourquoi l'ambassade de France ne répond-elle pas? Au nom de quoi, depuis des mois, ne vous répond-elle pas? On a quelques réponses, mais ces réponses ne sont pas factuelles. Ces réponses ne sont pas prouvées. Oui, on a un faisceau d'indices concordants qui nous font comprendre que oui, il y a des compromissions. J'irai pas plus loin. Tout ce que je vais avancer, l'entourage de l'ex-compagne de mon fils, c'est une proxénète notoire. Mais qu'entendez-vous et un par là? Proxénète notoire. Qu'entendez-vous un proxénète, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tout le monde le connaît. On va l'appeler Tom. Les Djiboutiens le connaissent très bien. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille présidentielle, qui est le protecteur de l'ex-compagne de mon fils. C'est documenté, c'est documenté dans la voix de Djibouti. C'est un journal indépendant djiboutien. Djibouti est-elle une démocratie de votre point de vue? Bien sûr que non, et tout le monde le sait. D'accord. Les dernières élections législatives, il n'y avait qu'un parti qui s'est présenté. D'accord. Voilà. Donc, il faut dire les choses. Oui, c'est un risque qu'on prend ce soir. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les démocraties occidentales s'accommodent de ce type de régime. Je pense que
la France-Afrique est terminée. Terminée. Et depuis un moment... Depuis un moment, car vous faisiez allusion au meurtre du juge Borrell. Rappelez-vous comment, dans quelles conditions tout cela s'est déroulé, et rappelez-vous. Et la France a été condamnée. Et la France a été condamnée en plus. Donc, et puis avec. Et j'ai vraiment une pensée émue pour la veuve du juge Borrell et ses enfants. Oui, qui n'a jamais obtenu la vérité en fait. Dans cette affaire, c'est une sombre affaire. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, Laurent, quels sont les espoirs de pouvoir revoir l'IA un jour ou l'autre? Parce que entre les accusations de votre ex-belle-fille de racisme, elle pousse vraiment le. Non, mais elles ont été balayées. Elles ont été balayées. Si la JAF française de Nancy, la juge aux affaires familiales, en première instance, donne la garde exclusive à mon fils, c'est qu'elle a eu nombre d'attestations, nombre de preuves réunies par nous, faites par huissier, et en face, dans les requêtes adverses, il n'y a absolument rien. Aucune attestation de racisme, rien. Personne ne la soutient ici. Même ses anciennes amies se sont retournées contre elle, parce qu'elles connaissent Gabin, elles connaissent notre famille. On est une famille reconnue ici, avec des valeurs humanistes. Voilà la vérité. Donc, son dossier ne tient pas la route une seconde. Elle a perdu, elle reperdra. Et après, c'est qu'une volonté politique par moment. Voilà ma petite fille est citoyenne française, née sur le sol français. J'attends, mon fils attend des autorités françaises. Voilà, taper le poing sur la table, tout le droit. Tout est mis en place en ce moment. Le ministère des Affaires étrangères fait un boulot extraordinaire en ce moment. Le ministère de la Justice, le DEDIP, fait un boulot extraordinaire. Et on comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas. Et on va attendre combien de temps comme ça? La volonté du prince. Donc j'en appelle à son excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République djiboutienne. Notre petite Lia, elle a rien à voir dans les affaires de votre famille. Qu'on nous la ramène. J'en appelle à son humanité. Lui aussi, il est père et il est grand-père. Cette affaire cause du tort à Djibouti. Cette affaire cause du tort à la France, et cette affaire cause du tort à notre famille. Alors, on arrête la mascarade. L'ex-compagne de mon fils, c'est pas la princesse de Saba. Elle a aucun pouvoir politique. On se retrouve au sein d'un conflit politique qui nous dépasse, avec des enjeux diplomatiques, géopolitiques qui nous dépassent. Moi, je suis pas un honorable correspondant de la DGSE. Moi, je suis éducateur spécialisé. Moi, je veux juste récupérer ma petite fille, et puis qu'on arrête tout ce cinéma, et qu'on arrête de menacer mon fils, et qu'on arrête de me menacer. Moi, je reçois des appels nocturnes où des gens me proposent de rentrer en relation avec la présidence. Quand je les fais passer, quand je leur dis gentiment, passez par Samatar Ahmed Osman de Radio Bukaou, pof, la communication se coupe. Donc en ce moment, ma vie, j'ai 59 ans, je crois qu'on a le même âge, Olivier, à un mois près. Je me suis un peu renseigné, mais je vous garantis que c'est tous les soirs, tous les jours, avec le boulot, tous les week-ends. Voilà, j'ai plus 20 ans. On vous appelle ? On m'appelle. Ah oui, on m'appelle. On m'appelle, je reçois des appels. C'est-à-dire que c'est toujours le même process. Donc il y a des vrais gens qui m'appellent, des braves personnes, à leur risque et péril, qui m'appellent et qui me donnent des informations. Et puis il y en a d'autres qui vont, par exemple, me liker une publication sur Facebook, m'envoyer une invitation et qui m'appellent derrière et qui me proposent certains services. Donc je sais d'où viennent ces appels, quoi. Ils sont tellement, ridicules, je leur demande d'arrêter, quoi. Voilà, je suis pas là pour, déstabiliser, la République de Djibouti. C'est assez glaçant, tout de même, de voir comment, sur une affaire comme celle-là, comment les choses tournent, et comment. Ça fait très peur. D'un seul coup, votre ex-belle-fille, qui n'est personne, tout à fait. Se retrouve quand même avec de drôles de fréquentations à Djibouti, et avec une protection quand même qui ne devrait pas avoir lieu, qui ne devrait pas exister. Or, elle est bien là, cette protection. Pour l'instant, oui, elle est peut-être chancelante. Mais elle est toujours là. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Le droit à parler, le droit français à parler. Il y a une convention bilatérale qui lie
Djibouti et la France, le droit international doit parler, Lia doit revenir en France. Et nous, on lance un appel, parce que nous, mon fils et moi, on est éducateurs, on est des humanistes, on veut pas la guerre. Si la maman revient avec Lia, on va pas lui faire la guerre. Même si mon fils obtient la garde exclusive, elle pourra quand même voir sa mère. On peut plus continuer comme ça. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'elle est en train de bousiller la vie de sa petite fille, de sa fille. Elle est en train de bousiller notre vie, de bousiller la vie de mon fils. Pourquoi ? Pour vivre un rêve de télé-réalité grandeur nature, avec le rôle de la méchante. Mais c'est hallucinant. Donc moi, je l'ai analysé, mon ex-belle-fille. Je l'ai aimé, mon ex-belle-fille. Je l'ai hébergé, mon ex-belle-fille. Vous on s'occupait d'elle, on s'occupe. Mais oui, je la connais. Je l'ai hébergée pendant plus de 4 mois chez moi quand sa mère l'avait virée de chez elle, quoi. Elle a raconté mais des fables hallucinantes. Ma femme, mon épouse, s'occupait de son père malade qui est malheureusement décédé. Mon fils aussi, jusqu'à sa mort, jusqu'à aller laver son corps. Ma femme s'est occupée du père d'Idil qui est maintenant décédé. Elle allait chercher Lia à l'école française en France, à Nancy, quand Idil travaillait. Donc on a tout fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des gens fortunés. Hein. Voilà, on est que des éduques. Hein. Les éduques, c'est pas grassement payé. On n'a pas de patrimoine. Donc elle avait des rêves de grandeur qu'elle est en train de. Mais on dépasse le cadre d'une simple affaire. Là, on est sur de la pathologie narcissique abandonnique. Et le plus grave dans cette histoire, c'est la forte aliénation parentale qu'elle exerce envers ma petite fille. Donc moi, je lance un appel au secours comme mon fils. Nous lançons un appel au secours. Tout simplement. Votre petite fille est scolarisée à nouveau ou toujours pas ? On ne sait pas. On pense qu'elle l'est. Mon fils n'a aucune nouvelle de l'école française de Djibouti, qui était une école privée, mais qui dépend de l'éducation nationale. Notre avocat a envoyé une missive. Le ministère des Affaires étrangères a envoyé une missive à l'école de Dolto de Djibouti. Rien, aucune réponse. Rien. Depuis septembre dernier, mon fils ne sait pas du tout ce qui se passe à l'école française de Djibouti concernant sa fille, quoi. Le peu de contact qu'il a avec elle, c'est pas du français qu'elle parle, c'est pas du somalien, c'est pas de l'anglais. Elle va avoir 5 ans. 5 ans. L'ex-compagne de mon fils, pour le torturer, lui envoie des audios où on entend ma petite fille qui balbutie, on ne comprend absolument rien à ce qu'elle dit. Mais c'est terrible. Oui, Quoi. c'est terrible. Terrible. Elle vous envoie des audios, donc on peut. À mon fils. On peut voir derrière ces audios une réelle volonté de continuer la guerre et de vous déstabiliser. On va marquer de punir mon fils. Nous sommes depuis le début de cette émission avec Gabin, 33 ans, et Laurent, 59 ans, son papa. Suite à l'enlèvement parental dont la victime n'est autre que la petite Lia, qui est la fille de Gabin et donc la petite fille de Laurent. Un enlèvement parental dans des circonstances plus que douteuses, et puis surtout le rapatriement de Lia dont on ne voit toujours pas la moindre horizon, puisque comme vous nous l'avez expliqué, Gabin et Laurent, la situation paraît complètement bloquée et envenimée par la maman de Lia, l'ex-compagne de Gabin. Gabin, pourquoi vous envoie-t-elle des messages sonores, c'est ça, de votre petite fille? Quel est l'intérêt de tout ça? C'est de l'aliénation parentale. C'est quand elle m'envoie ces messages, elle prépare le discours que ma fille va pouvoir faire. Je vois bien qu'il n'y a rien de naturel. Quand j'ai des appels qui sont médiatisés par la maman via FaceTime, sur WhatsApp, c'est exactement la même chose. C'est soit ma fille, elle est en train de manger, donc elle n'est pas concentrée. Elle me parle. Moi, vous savez, dans l'état où je suis, ne serait-ce que de la voir sourire et de me dire « Papa, je t'aime », c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Bien sûr. Et je vois que ma fille, elle lutte pour garder ce lien. Parce qu'à l'heure actuelle, ma fille se sent abandonnée par son père. Alors qu'il n'y a rien de tout ça. C'est l'inverse.
on m'a enlevé ma fille. Et ma fille, je veux qu'elle sache, et elle saura un jour ou l'autre, parce que nous, on va se battre jusqu'à notre dernier souffle, et on va récupérer Lia. Et le jour où elle se rendra compte de ce qui s'est passé, elle verra que mes parents, ma famille, mes amis, mon entourage a été plus que présent pour le retour de ma fille. De toute façon, je vais vous dire une chose, Laurent et Gabin. Là où cette femme fait un mauvais calcul, c'est que un jour, Lia reviendra, même si vous devez attendre encore 15 ans ou 13 ans, le temps que cette petite devienne majeure. Mais je pense que elle se prépare de drôles de relations avec sa fille. Cette femme, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, parce que cette petite, même si aujourd'hui elle a 3 ans, et que, à ne pas en douter, on va tout faire là-bas, à Djibouti, pour lui faire oublier à un moment son papa, son grand-père, ses origines françaises, cette petite, elle saura qu'elle est née en France, elle saura que elle est française. Et un jour, elle demandera des comptes à sa mère et à toutes celles et ceux qui ont contribué à lui gâcher la vie. Je pense que ça, même si c'est un maigre espoir, c'est quelque chose qui doit continuer à vous faire tenir. Mais l'espoir, il est plus que présent, et on n'attendra pas 15 ans. On est une famille solide, on se bat depuis le début, on a eu des grosses avancées, et je vous promets que dans les mois à venir, ou dans peut-être les semaines, voire même les jours, ce sera une tornade si ma fille ne rentre pas en France. Pour la France, c'est une tornade pour Djibouti. On se battra jusqu'au bout du bout. Et vous savez, on est d'origine polonaise, de par mon père et de ma grand-mère. Et c'est dans nos gènes, c'est dans notre sang. C'est la révolte, et rien que la révolte. Mais écoutez, en tout cas, ne manquez pas de nous tenir au courant. Nous ferons ici, comme nous le faisons pour toutes celles et ceux qui connaissent cette émission, nous faisons le relais de ce type de combat, de combat déséquilibré, car encore une fois, je le rappelle, ce combat, il est amené contre un gouvernement élu dans des conditions assez troubles, et qui agit surtout comme un État mafieux. Parce que dans une histoire comme ça, soit on se comporte bien et on fait appliquer les accords bilatéraux et donc le droit international, soit on se comporte comme un État voyou, et c'est ce qui se passe en ce moment, jusqu'à preuve du contraire. Et pour un petit dernier mot, c'est que voilà, on fait l'effort, On fait l'effort à la radio, on essaye de rester solide du début à la fin. Ma mère souffre énormément, mon père souffre énormément, je souffre énormément, ma tante, mon oncle, tous mes proches souffrent énormément. Tous ceux qui ont été proches de ma fille souffrent énormément. Le mal qu'elle est en train de faire, il est irrémédiable. On pourra le réparer d'année en année à son retour, mais ce qu'elle a fait, ça laissera une trace dans notre cœur. Et quelque part, notre cœur sera brisé. C'est ce qu'on a pris là, c'est une dose qui est inhumaine. Mais sincèrement, vous pensez qu'elle en a quelque chose à faire, là, de ça, en ce moment? Elle en a rien à faire, mais que l'État français sache ce qu'on ressent, et une bonne fois pour toutes, et que notre très cher garde des Sceaux regarde d'un œil plus attentif notre dossier. Très bien, merci Gabin, merci Laurent. Ne manquez pas de nous tenir au courant surtout, et puis courage surtout à vous. Mais j'ai entendu que vous ne lâcherez rien, donc allez-y. Et puis nous, on sera là pour vous. Merci pour tout. Au revoir et courage à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Europe 1.